Sud Radio, l'œil de l'expert. Et l'œil de l'expert ce matin s'appelle Thomas Forêt. Bonjour Thomas Forêt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre Après Facebook, rebâtir. Et le sujet, c'est comment face aux GAFAM, la souveraineté numérique, j'allais dire économique. C'est presque, économique, c'est pareil. Maintenant, le numérique étant partout, emplissant l'économie de toutes parts, évidemment, la souveraineté numérique est au cœur même des souverainetés de tous les États. Alors vous êtes un élève, ex-élève ingénieur, mais en tous les cas vous avez fondé Weller. C'est on va dire le petit poussé des réseaux sociaux pour être indépendant de ce mastodonte qui est devenu Facebook, le groupe Meta finalement, il faut dire aujourd'hui. Oui, j'ai fondé Weller d'abord dans l'idée de créer une plateforme utilisant les technologies de réseau social et aussi de communication de façon plus large, mais dans cette idée de protéger les gens, protéger les internautes. C'est un projet que j'ai démarré il y a 10 années maintenant, et c'est une belle entreprise en croissance qui vend des systèmes de communication à beaucoup d'entreprises et qui est utilisée par beaucoup d'associations. Alors vous allez nous expliquer pourquoi cette souveraineté numérique est absolument essentielle pour la France, mais pour l'Union européenne aussi. Ça a une résonance avec notre actualité d'aujourd'hui. Je suis obligée de faire cette parenthèse avec vous, Thomas Forêt. On assiste à une véritable guerre sur les réseaux sociaux aussi, de l'information dans ce conflit ukrainien. Oui, le domaine de la cyber, puisque on parle de ça, et du numérique de façon plus générale, ce domaine est rentré dans le champ des rapports de force entre les nations. C'est ce qu'on appelle la cyberguerre, et la cyberguerre, ça commence par la désinformation. C'est-à-dire que c'est pas uniquement des attaques de hackers qui viennent pirater des systèmes, c'est d'abord une manipulation de l'information. Je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, finalement une communication d'une part ou d'une autre en direct sur les réseaux sociaux est inédit, et personnellement je prends beaucoup de recul avec tout ce qui est montré et tout ce qui est diffusé en permanence. Sur tous les réseaux sociaux ? Oui, sur tous les réseaux sociaux, parce que les réseaux américains, si on parle d'eux, pour le moment, ne censurent pas les Russes, par exemple, puisqu'on a... Qu'est-ce qui se passe concrètement, cette guerre de l'information sur les réseaux sociaux ? On le sait, il y en a déjà eu précédemment. C'est une guerre souterraine, avec des algorithmes. Comment ça se passe ? Alors, c'est une guerre qui emploie ces technologies modernes comme des armes en réalité, et qui comprend, donc voilà, imaginez des États qui s'affrontent. Les moyens derrière sont des moyens d'abord humains, puisque il y a quand même beaucoup de personnes, on peut imaginer, qui sont dédiées à cela et qui utilisent effectivement des programmes. Donc c'est ce qu'on appelle des bots, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, qui servent à amplifier des communications, mais surtout ces attaques de désinformation, elles utilisent les algorithmes même des réseaux sociaux qui sont faits, je le rappelle, pour amplifier les buzz. Et c'est bien ça, des populations ? Retourner la vie, oui, non seulement des populations, mais en ciblant précisément les types de populations. On a déjà vu ces problématiques d'influence dans les élections américaines, et aussi pour le Brexit, si vous vous souvenez, avec ces scandales, le scandale Cambridge Analytica, qui avait démontré que des millions d'utilisateurs avaient été cibles d'informations précises et probablement différenciantes, les confirmant dans leur point de vue, ou renforçant des points de vue en réalité très étriqués, puisque les réseaux sociaux, on pense que tout le monde voit la même chose. C'est tout à fait faux. Chacun voit en fonction de son profil, en fonction de ses abonnés, de ses amis et de ses centres d'intérêt, voit des choses différentes. Et aujourd'hui, ceux qui fournissent la data sur les réseaux sociaux, en particulier les grandes puissances, connaissent ces mécanismes par cœur. Et comment se protéger ? Comment se prémunir ? Qu'est-ce qu'il faut déjà, nous, derrière nos ordinateurs ou téléphones portables, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire embarquer finalement, de se faire manipuler ? Alors je pense qu'il y a deux échelles. D'abord, il y a effectivement l'échelle de chaque utilisateur où il faut appeler à la prudence de l'information. C'est très difficile d'un point de vue individuel de pouvoir avoir un vrai recul. En revanche, il y a autre chose, c'est que nos pays, en particulier la France, a vraiment
fait exploser ses efforts en matière de cyberdéfense et de cyberattaque ces dernières années, puisque les forces armées, elles sont passées en quelques années de 300 personnes à 5000 personnes aujourd'hui qui sont consacrées à ces sujets. Donc il faut non seulement évidemment appeler à la prudence, mais d'un point de vue régalien, être sur ces terrains d'affrontement de la désinformation. Alors justement, vous parlez de ces face aux GAFAM, parce que est-ce que dans ces réseaux sociaux, il y en a des mieux que d'autres? Parmi les GAFAM, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des sociétés qui sont maintenant à l'échelle d'État, qui ont une puissance d'État. Est-ce qu'elles sont mieux que d'autres? Je ne pense pas, parce que on le voit aujourd'hui, tout passe en matière de communication sur Internet par ces réseaux sociaux américains. Le sujet n'est pas de dire un tel est le diable, l'autre est Lucifer. Le problème est de dire que nous dépendons, nous Européens, nous Français, entièrement de technologies américaines. Et ça, c'est nous exposer à une impuissance en matière technologique et numérique. Et moi, c'est cela qui me pose véritablement problème. Et c'est pour ça que vous êtes engagé là-dedans, et que le titre de votre livre, Thomas Forest, Après Facebook, rebâtir, parce que vous vous positionnez déjà dans l'après. Bien sûr. C'est fini Facebook? C'est pas fini, mais il faut construire autre chose, ce qu'on appelle des alternatives. Un jour, probablement, ce sera fini, mais d'une façon peut-être que nous n'imaginons pas encore. Il est tout à fait possible, par exemple, dans une situation géopolitique qui, on le voit, se tend beaucoup, qu'un jour, Facebook soit du jour au lendemain coupé pour les Européens. Pourquoi pas? C'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec la Russie. La Russie, oui. Voilà. Donc ça, c'est un moyen de puissance, de dépendance, malheureusement, que nous avons. Et je pense qu'il faut imaginer toujours le cas du pire pour pouvoir asseoir une souveraineté pas seulement numérique sur notre continent. Ouais. Alors, vous avez fondé Waller, ce réseau. Parlez-nous de lui. Pourquoi et comment? C'est-à-dire, pourquoi l'avoir voulu? Vous êtes ingénieur, vous auriez pu partir sur d'autres chemins que celui-là. Et pourquoi et vers quoi vous voulez aller? Alors d'abord, c'est très difficile de résumer comme ça 10 années de travail où j'ai la tête dans le guidon en permanence. Mais c'est avant tout une conviction de vouloir, et aussi une envie de vouloir bâtir quelque chose par moi-même. Ça, c'est plutôt l'entrepreneur qui vous parle. Qui n'est pas un chemin parcouru qui est pas un chemin de rose, je dirais, non, ce chemin d'entrepreneur. Pas du tout un chemin de rose. Ça va toujours trop lentement. Beaucoup de barrières. Mais finalement, avec le temps, je me dis que ces barrières, je les ai choisies, parce que j'ai quand même décidé d'aller sur un terrain où les GAFAM, où j'affronte quand même des géants. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont découragé, qui m'ont dit tu n'y arriveras jamais, etc. Voilà, c'est ça les barrières qu'on a. Mais les temps changent. Les temps changent, et finalement, aujourd'hui, Waller est vu, et en particulier on a presque 800 000 utilisateurs aujourd'hui, comme une forteresse numérique, c'est-à-dire un endroit où la data, leurs données, n'est pas analysée, n'est pas revendue, n'est pas exploitée, et en plus de ça est cybersécurisée, parce que ce qu'il y a derrière la confiance numérique, ce que j'essaie de bâtir, il y a la cybersécurité, il y a une expertise technique très importante, et en France, nous avons des talents remarquables sur ces sujets. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est démontrer qu'en France, on peut finalement regagner une guerre qui parfois, une guerre économique là cette fois-ci, on nous raconte tout le temps qu'elle est finie, cette guerre. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que tout commence. Le numérique, les technologies, c'est quelque chose de très jeune. C'est la guerre du futur. En tous les cas, c'est une guerre à venir. Oui, un rapport de force. Qui me paraît fondamental. Si aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité, déjà après 30 ans d'avancées technologiques majeures, d'exister ou d'être sur des... mais c'est un triste monde qui s'offrirait à nous. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que beaucoup est à venir, et les rapports sont en train de changer. Alors, il y a un sommet européen qui se tient en ce moment même à Versailles avec les 27 chefs d'État de l'Union européenne. On s'inscrit dans cette logique-là. Est-ce que l'Europe aujourd'hui a les moyens d'aller plus loin, plus fort, pour s'armer là aussi de ce côté-là, sur cette guerre du numérique, des données, de la data, de nos données personnelles, de notre vie privée et de l'information?
question. L'Europe disons, s'handicape elle-même, c'est-à-dire que l'Europe, en tant que telle, n'étant pas un État souverain, il est difficile de concevoir une souveraineté européenne. Prenons quelques exemples. Nous avons vu la semaine dernière les Allemands acheter des avions de combat aux États-Unis, alors que leurs alliés, leurs frontaliers français, Dassault, font des avions de combat depuis toujours. Voilà, on n'est pas sur les mêmes idées d'ailleurs en Europe. Il y a des États qui... D'ailleurs, la France est très très en avance sur cette prise de conscience de l'importance de l'indépendance des pays européens. Pourquoi d'ailleurs la France? Parce que historiquement. Parce que la France, c'est la liberté depuis la Révolution française et probablement même avant. C'est une insoumise, la France, vous voyez. Et je pense que, et ça je dois saluer, je dois dire beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui au niveau de la Commission européenne par nos représentants, par nos députés et par nos gouvernants. Mais c'est un long chemin. Voilà. En revanche, la France elle-même doit prendre conscience que sa souveraineté, elle est propre à son pays et agir en ce sens. Est-ce que ce débat pour la présidentielle, le débat sur l'indépendance numérique est, pardonnez-moi, hein, je pense totalement absent ou très peu audible? Il n'est pas tellement absent. Prenez l'exemple hier, tous les candidats ou parfois leurs représentants étaient invités à ce qu'ils appellent pitcher au cirque d'hiver, si je ne dis pas de bêtises, devant des représentants du numérique. Et chaque candidat évoquait ces sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de la souveraineté numérique n'est pas un sujet clivant sur les propositions des candidats. En revanche, il ne faut pas de naïveté, ça c'est important. Certains candidats, moi, me paraissent assez naïfs sur le sujet. Et les moyens d'action, après, ne sont pas évidemment tous les mêmes. Mais le sujet, aujourd'hui, doit être un sujet de bien commun. Et il faut s'y intéresser. Et c'est pour ça que je vous recommande de lire ce livre que vous signez, Thomas Fauré, après Facebook, Rebâtir. On découvre aussi les coulisses de l'Empire Bolloré, puisque c'est quelque chose qui a marqué le début de votre aventure dans le numérique. Et puis aussi un clin d'œil que je trouve formidable à votre enseignant en classe de seconde. C'est lui qui allumait la petite flamme. Oui, c'était un professeur de physique et je dois dire, il m'a aidé à avoir confiance en moi et à croire que l'impossible est réalisable. Oui, tout est possible à partir du moment où on y croit et on a confiance en soi. Donc c'est une très jolie leçon, mais il y a aussi beaucoup de questions et vous y répondez à travers ce livre. Je vous le recommande. Thomas Fauré, après Facebook, Rebâtir, les nouvelles éditions de Passy. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer ce matin sur ce sujet qui fait partie de notre quotidien, très concrètement. Ces données du numérique et ces données sur les réseaux sociaux, ces géants du numérique qui aujourd'hui font partie intégrante de notre quotidien et de celui de la planète à l'heure du conflit en Ukraine. Thomas Fauré, merci. Dans un instant, nos débatteurs s'installent. On débat de l'actualité, justement. Il sera question de la guerre en Ukraine, mais pas que. On va notamment ouvrir le débat de la retraite à 65 ans. C'est le projet d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.